Bonsoir à tous. Donald Trump met les nerfs des entreprises exportatrices à rude épreuve. Avec ses multiples revirements sur le montant des droits de douane, pas simple de se projeter dans l'avenir pour celles qui commercent avec les États-Unis. Et ce n'est pas la seule incertitude pour les sociétés qui vendent leurs produits ou services à l'étranger. Alors, quelle perspective pour l'exportation bruxelloise? On en parle ce soir dans Plus d'actu avec nos invités. Voilà, des invités qui entrent sur notre plateau et que je vais vous présenter en commençant par vous, Isabelle Grippa, bonsoir. Vous êtes la directrice de Hub Brussels. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir également Thibaut Martens, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant export à Subsi Conseil. C'est une société qui conseille les entrepreneurs, notamment en matière d'exportation. Première question pour vous, Isabelle Grippa. Aujourd'hui, toutes les déclarations de Donald Trump par rapport aux droits de douane, ça crée un malaise, ça crée des craintes auprès des entrepreneurs? Alors oui, c'est sûr que le commerce international n'a jamais aimé l'instabilité. Et que là, avec effectivement ces déclarations tonitruantes et ces allers-retours, ça crée de l'instabilité, de l'insécurité. Alors après, il n'y a pas vraiment de perspective dramatique pour Bruxelles, j'insiste, puisque nous dépendons essentiellement de services. 80% de notre exportation est liée aux services et jusqu'à ce jour, ils ne sont pas touchés par les droits de douane. Oui, alors on en parlera longuement dans cette émission. Thibaut Martens, est-ce que vous avez des retours d'entrepreneurs qui souhaitaient vendre leurs services, leurs produits aux USA et qui finalement se posent pas mal de questions ces derniers mois? Alors, il y a eu un petit peu deux périodes. Il y a eu la période du mois de janvier où Trump est arrivé et ça a vraiment, en une fois, créé une grosse incertitude. Maintenant, on le voit avec Donald Trump sur les semaines qui se sont écoulées depuis, les mois qui se sont écoulés. Il y a un peu une stratégie du chaos, c'est-à-dire qu'on avance, on recule, on menace, on fait un pas en arrière. Et donc, finalement, les entreprises aujourd'hui ont davantage une attitude distancée vis-à-vis de toutes ces annonces parce que finalement, un jour on annonce, un jour on recule. Et donc finalement, elles prennent un petit peu de distance et ils vont mollo au niveau de la nervosité, je dirais. Oui, parce que l'instabilité, elle est toujours là. Isabelle Grippa, il y a quelques jours, Donald Trump disait 50% pour l'Union européenne, puis maintenant, il a à nouveau changé d'avis. C'est suivant la girouette, vous vous levez le matin et vous vous demandez ce qui va tomber sur la tête. C'est à peu près ça. Hein. C'est à peu près ça. Alors, on a effectivement mis en place une task force interdisciplinaire pour pouvoir mesurer ça et monitorer ça en temps réel. Et donc aussi pour pouvoir monitorer et donner les informations utiles au gouvernement en affaires courantes, mais au gouvernement quand même, pour être alerté au moindre changement. Il faut quand même rester alerte, même si effectivement les déclarations ne sont pas si sérieuses que ça, hein, comme le disait tout très justement mon collègue, mais il faut quand même le suivre. Mais alors cette instabilité, elle concerne effectivement essentiellement les biens liés à l'exportation de biens, et donc ça touche essentiellement la région wallonne et flamande, qui sont plus sensibles à ce niveau-là au commerce avec les États-Unis. Alors vous avez réuni il y a quelques jours des entrepreneurs pour notamment parler de ça, mais aussi de tous les débouchés liés à l'exportation. On en a rencontré deux à cette occasion. Et écoutez, ils partagent l'inquiétude dont vous venez de parler, Isabelle Grippa. Donc oui, bien sûr, c'est inquiétant parce qu'à la fin de la journée, c'est le consommateur, celui qui aime le chocolat, qui va devoir payer ce tarif-là. Et on sait que la volatilité des prix, nous on n'est pas Ferrari, voilà, on est Léonidas et la volatilité du prix, elle n'est pas aussi élastique quand on parle de chocolat ou de peut-être produits sur lesquels le consommateur final il va devoir faire un arbitrage. Voilà. Mais globalement, on a vraiment confiance dans le fait que c'est peut-être temporaire. Les taxes en tant que telles, ceux dont on parle à la télévision ne m'inquiètent pas. Le climat général, terriblement, oui. Donc on est un peu dans l'expectative de voir à quelle sauce on va être mangé. Oui, alors vous dites vous monitorez. Qu'est-ce que vous voyez comme effet actuellement pour les exportations bruxelloises? Il n'y en a pas ou très peu? Alors très peu. D'ailleurs, on a une mission princière avec la princesse Astrid sur la côte Est en octobre. On voit encore une demande des entreprises pour exporter aux États-Unis. Nous avons une légère baisse des exportations, mais liée certainement, avant tout à la fermeture d'Audi. Donc c'est difficilement imputable aux États-Unis. Par contre, effectivement,
effectivement, les petits exportateurs, et c'était un bel exemple qu'on a vu là, les petits exportateurs qui sont l'essentiel tissu économique bruxellois sont peu armés par rapport à ce type de changement de guerre commerciale et de changement de politique. Et c'est là où, effectivement, il y a beaucoup de craintes et d'inquiétudes légitimes. Oui, alors pas assez armés. Qu'est-ce qu'il leur manque finalement ici, les entreprises bruxelloises, pour mieux exporter ou plus exporter ? Alors, je pense que c'est la combinaison de différents dispositifs. Il y a des dispositifs que Bruxelles a mis de soutien au commerce extérieur et qui, avec une série de conseils, une série d'attachés économiques, etc., soutient réellement les entreprises. Ce qui manque aujourd'hui, clairement, c'est un gouvernement de plein exercice et c'est un cadre clair. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, de manière générale et sur l'export en particulier, évoluent dans un environnement qui change tout le temps. Il n'y a aucune stabilité, il n'y a pas de direction claire. Et pour les entrepreneurs, et encore plus, comme vous le disiez à l'instant, sur des petites entreprises qui veulent s'exporter, qui n'ont pas des reins hyper solides, qui n'ont pas l'habitude, qui tâchent juste de se développer à l'international, aujourd'hui c'est très compliqué. Oui, alors Isabelle Grippas, qu'est-ce que ça occasionne pour vous? Quelles sont les conséquences de l'absence de gouvernement pour Hub Brussels? D'abord dans le monde de l'exportation, d'abord pour l'exportation. Alors, l'instabilité, comme je le disais, c'est jamais bon. Et donc, dans un climat international très instable, ne pas avoir de gouvernement rajoute une incertitude, une instabilité qui n'est vraiment pas souhaitable dans le monde économique. Après, les administrations restent. C'est le principe. En Belgique, on a des administrations fortes et donc on gère le day-to-day dans un gouvernement en affaires courantes. Là où il y a certainement des difficultés, c'est au niveau des appels à projets et des subsides qui, eux, sont temporairement coupés. Et donc, là, de fait, ça affecte pas mal de petites entreprises que ça aide pour faire ses premiers pas à l'international. Oui, mais par exemple, je disais des déclarations de la WEX, où il y a donc l'agence wallonne à l'exportation, où il n'y a pas d'indexation de la dotation pendant toute la législature. Pour vous, pour l'instant, en termes de dotation, vous êtes calqué sur l'année qui précède. Ça a des conséquences, ça? Oui. Alors, je connais moins le système wallon, mais à Bruxelles, on est déjà en phase de contraction budgétaire depuis pas mal d'années. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est quelque chose que nous, administration, on vit depuis pas mal d'années. Et donc, cette contraction budgétaire annuelle, on la ressent déjà. Et donc, il faut toujours faire mieux avec les mêmes moyens, voire moins. Et donc, c'est une réalité qui est la réalité de toutes les administrations bruxelloises. Oui, mais ça veut dire moins de subsides, moins de conseils aujourd'hui, moins de possibilités de soutenir les entreprises? Oui, de fait, on est, nous, à notre maximum en 2024. D'ailleurs, le rapport d'activité vient de sortir. On est à notre maximum. On a encore augmenté le nombre d'accompagnements de 12%, mais on a notre maximum. Et donc, les KPI de Hub sont très faciles. Au plus on a des ETP, des experts, au plus on a une capacité de créer, d'accompagner des entreprises. Au moins on en a, au moins il y a d'entreprises accompagnées de fait. Et donc on peut imaginer dans les années qui viennent une contraction de vos soutiens et de vos activités? Absolument, ouais. Ça. Et donc ça peut avoir des conséquences sur la vitalité économique de Bruxelles? Certainement. Après, le levier économique, Hub n'est pas le seul. On a Finance and Invest sur le financement, CityDev sur l'hébergement, Innoviris sur l'innovation. Mais c'est certain qu'en fonction du budget de la région et d'un gouvernement et de ses orientations, il définira ses priorités en mobilité, économie. Et ça, nul ne le sait aujourd'hui. Mais de fait, je vais certainement prêcher pour ma chapelle, mais de manière objective, le commerce extérieur, ça représente 1 emploi sur 3 à Bruxelles. Et donc, quand on a une étude de l'IPSA, à l'Institut statistique et d'analyse de la région bruxelloise, qui le définit, c'est pas nous. Et donc, se couper, c'est 40 milliards par an, l'exportation bruxelloise, donc se couper de ce levier commerce extérieur, ça va certainement avoir un impact à terme sur les finances de la région. Oui, et donc, vous constatez des entreprises qui renoncent finalement à l'exportation ou qui pensent, pourquoi pas, à se délocaliser à cause de ça, ou on n'en est pas là aujourd'hui? Alors, on a eu une grosse crainte qui, pour le moment, se vérifie assez peu de migration des entreprises bruxelloises vers la Flandre et la Wallonie. Quand il y a eu cet arrêt des aides-export en Q4 2023, il y a vraiment eu cette crainte qu'il y ait un exode des entreprises bruxelloises. Dans la réalité, il y a eu beaucoup d'émotionnel, mais finalement, les entreprises sont toujours à Bruxelles et ne vont pas nécessairement solliciter la WEX ou le FIT en Flandre. Donc, pour le moment, ça reste assez stable. Maintenant,
clairement, tous les jours, toutes les semaines, on reçoit des demandes d'entreprises qui veulent participer à des foires à l'étranger, qui veulent faire des voyages de prospection et qui aujourd'hui ne sont pas soutenus. Et il n'y a rien à faire. Pour une entreprise en démarrage, c'est 75% d'intervention. Pour une société plus mature, 50%. Mais quand on fait des missions princières, etc., ça représente un certain coût. C'est compliquant quand il faut assumer tout seul. Oui, donc ça veut dire que vous ne savez plus soutenir les nouvelles demandes aujourd'hui, Isabelle Grippa? Non, alors nous, on a séparé les rôles, et c'est ça, parce qu'il y a un Chinese wall, comme on l'appelle, donc entre le financement et l'accompagnement. Donc tout ce qui est subventionnement et financement, c'est au ministère ou à Finance and Invest. Le ministère s'occupe des subventions, Finance and Invest du financement, participation. Donc nous, on accompagne, mais on peut préparer au dossier, évidemment, de financement. Mais donc l'accompagnement est un levier important dans la vie d'une entreprise. Un financement sans accompagnement, ça, c'est voué à l'échec. Donc c'est vrai qu'on a tendance à penser à d'abord avoir besoin de financement. L'accompagnement est indispensable aussi. Mais donc de fait, notre capacité, notre force de frappe aujourd'hui, elle est limitée, elle est à son maximum. Pourtant, le nombre d'entreprises et de demandes augmente. Oui, alors par rapport à cette annonce qui avait été faite il y a quelque temps sur finalement la suppression de certaines aides, c'est vrai que vous aviez à l'époque tiré le signal d'alarme. Aujourd'hui, vous avez un regard plus rassurant finalement. Alors on avait tiré le signal d'alarme parce qu'effectivement la situation était vraiment soudaine, pas communiquée. C'est vraiment en gérant des dossiers qu'on s'est rendu compte via l'administration qu'ils avaient un problème de crédit budgétaire et qu'on a creusé et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une décision de la ministre de l'époque de supprimer les budgets disponibles en export. Mais aujourd'hui ça n'a pas été rétabli en fait ces budgets. Non, alors il y a eu en fait fin 2023, il y a eu un moment, un vide d'enveloppe. Un gros lobbying qui a eu lieu pendant 2 mois, qui, in fine, au budget en mi-décembre 2023, n'a pas été voté. Donc, on était coincé d'un point de vue budgétaire. Tout début 2024, finalement, la secrétaire d'État en charge a décidé de mettre un budget à disposition, 1,5 million par rapport à un budget habituel de 4,5 millions, ce qui fait que ça a tenu quelques mois. Et puis, à un moment, on s'est retrouvé de nouveau sans budget à l'été 2024. Oui, alors Isabelle Grippa, c'était une suspension le temps d'un examen. On en est où aujourd'hui, finalement? Est-ce qu'on a réfléchi? Est-ce qu'on sait quel mode ça va prendre, finalement, ces aides dans les années qui viennent? Oui, alors on y réfléchit, évidemment, puisque c'est un levier essentiel pour rendre le commerce international accessible. Et c'est fondamental. Si on veut augmenter les marches du PIB bruxellois, il faut pouvoir faire en sorte que nos petites entreprises se développent. Et très vite, elles ont besoin de l'international, parfois même dès le départ, puisque notre marché est petit. Et donc ces aides à l'export sont essentielles pour assurer cette accessibilité. Mais donc on travaille main dans la main avec la fédération patronale BESI, et évidemment sous l'impulsion de l'actuel secrétaire d'État en affaires courantes, pour proposer au futur gouvernement potentiel une réforme de ces aides de façon à ce qu'elles soient encore plus optimales et puissent servir aux entreprises qui en ont le plus besoin. Oui, donc plus on prend du retard dans la formation du gouvernement, plus ça met du temps, plus ça retarde la mise en place et donc ça peut avoir des conséquences à terme, on imagine. Oui. Ah oui, parce qu'on se coupe de plus en plus de ces petites entreprises qui sont en fait l'innovation de demain. Et donc, clairement, on va prendre du retard de compétitivité sur le marché mondial, parce qu'on est très reconnu sur nos innovations, notre technologie et nos start-up. Et donc, si on freine ces petites entreprises dans leur développement, on risque à terme, effectivement, de perdre la course. Oui, parce que finalement, ces aides à l'exportation, elles sont parfois pas très élevées, mais pour vous, malgré tout, c'est essentiel qu'elles existent encore? Oui, alors on pourra toujours avoir un débat sur l'adéquation des aides, et certaines sont plus pertinentes que d'autres, certaines sont plus utiles que d'autres. La participation à des foires, pour moi, est essentielle. Il fallait en garder qu'une, ce serait celle-là. Mais aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont très utiles, par exemple pour aider une société à pénétrer le marché américain, le marché étranger, et se faire accompagner dans ce cadre-là. Il y a vraiment du défi aujourd'hui à réfléchir à ce dispositif. On sait qu'il y a moins d'argent demain, il faudra faire avec, mais on peut faire mieux avec moins. Oui, on irait vers quoi dans une refonte de ces aides, Isabelle Grippa? Est-ce qu'on peut déjà en dresser les contours aujourd'hui? Le processus est en cours, donc je vais certainement pas brûler la politesse à la décision du futur gouvernement, mais c'est certain que dans l'optimalisation et l'impact, nous, on vise ces aides au premier pas à l'international vers les missions, les salons, les foires, qui sont très coûteux. Aller participer dans une foire ou un salon,
salon, c'est impossible pour une petite entreprise qui démarre sans une aide. Et donc, clairement, prioriser là-dessus et effectivement déployer aussi un plaidoyer pour que les priorités soient faites. C'est-à-dire qu'on ne souhaite plus avoir des économies linéaires, donc on prend une râpe à fromage et on coupe de la même façon toutes les politiques, mais justement investir dans celles qui rapportent. Et pour nous, clairement, le commerce extérieur rapporte et donc ces subventions pour les petites entreprises rapportent à la région. Alors on va voir dans un instant quels sont les marchés porteurs, mais lors de cette rencontre avec les entrepreneurs, votre attaché aux États-Unis, il était confiant finalement en l'avenir. Je vous propose de l'écouter, on en parle juste après. Une inquiétude, je dirais surtout sur une catégorie de biens, par exemple les liens liés à ce qu'on appelle le food and beverage. Donc par exemple si vous êtes chocolatier, très clairement, ça ne fait pas plaisir d'avoir une augmentation de 10% des droits de douane. Par contre, sur les logiciels et sur les services, là, il n'y aura absolument aucun effet. Et je dirais que de manière générale, le niveau du dollar fait que le marché américain est très intéressant. Quand j'ai commencé à travailler il y a une dizaine d'années aux États-Unis, on était à un taux de change de 1,45. On est maintenant à 1,12. Tous les biens sont en fait avec une réduction de 30% actuellement pour les Américains. Donc ça reste un marché très attractif pour les exportateurs de ce point de vue-là. Il faut rester prudent. On est dans un environnement qui est très instable. En tout cas, pour la situation actuelle, avec une augmentation de 10%, je dirais que c'est gérable. Mais bon, avec la nouvelle administration Trump, tout est possible. Donc l'avenir nous le dira. Voilà, tout est possible et on imagine que les entreprises se tournent vers d'autres marchés. C'est quoi les marchés porteurs? C'est les pays limitrophes d'abord? Oui, tout à fait. Alors, c'est important de diversifier son portefeuille. Je suis certainement dans un climat instable au niveau international, mais nos premiers clients, ce sont nos voisins. Et on le sous-estime, mais 75% de l'exportation se fait avec nos voisins, donc la France, le Pays-Bas, l'Allemagne, la Hollande. Alors, c'est vrai que si on veut diversifier, on peut se lancer hors Europe. Donc là, les États-Unis restent le premier marché hors Europe, mais il y a aussi l'Afrique. Bruxelles particulièrement attachée à ce marché-là par sa diaspora, en fait. On a énormément de liens économiques. Et puis l'Asie qui est très friande de notre technologie et de notre gastronomie. Oui, et si vous deviez vous dresser le portrait des gens qui viennent vers vous, des entrepreneurs qui viennent vers vous avec l'idée d'exporter, on imagine qu'on exporte plus de services, qu'on exporte moins de biens quand on est bruxellois. Quel est le profil, si vous deviez le dire? C'est marrant parce que les premiers exemples auxquels je pense, c'est deux types de sociétés. Il y a d'une part, comme le disait votre interlocuteur dans l'interview, tout ce qui est food and beverage, donc vraiment des différents types de... Oui, donc le cliché du chocolat, il tient encore la route. Oui, mais on n'est pas dans le chocolat, on peut être dans le bonbon, on peut être dans des produits véganes, on peut être dans plein de choses qui sont assez niches et qui se développent pas mal à l'international. Et alors je dirais toutes les sociétés technologiques qui, historiquement, participaient beaucoup à toutes les foires internationales, Web Summit, Slush et autres foires technologiques et qui aujourd'hui ont plus de mal à participer vu le manque d'aide. Oui, alors j'ai lu les conclusions d'une étude d'Agoria et de Ciris, un bureau de consultance, qui disait que à peine 18% des startups technologiques bruxelloises ouvrent une antenne à l'étranger, alors qu'en Flandre, c'est 67%. Comment on explique cette différence, Isabelle Grippa? Alors certainement un levier d'accompagnement qui est plus important en Flandre. Ils ont beaucoup plus investi dans le commerce international. La Flandre mise beaucoup sur le commerce international. Donc là, on revient à la discussion budgétaire, j'ai envie de dire. Après, Bruxelles a un marché plus restreint au niveau de l'international. Alors ça ne veut pas dire non plus que Bruxelles n'est pas utile. C'est-à-dire que souvent, ils démarrent à Bruxelles et puis ils se développent en Flandre, en Wallonie, et puis ils s'envolent. C'est le job d'une capitale, je le dis toujours. On n'a aucun problème avec ça. Elles arrivent chez nous, elles se créent, puis elles s'envolent. C'est le job d'une capitale. Ah oui, c'est pas un problème pour vous. C'est compliqué de les garder à Bruxelles, ces entreprises. Aussi, oui, mais c'est compliqué de répondre à ce débat qui est en fait un faux débat de dire la fuite des entreprises, puisque le ratio reste toujours positif. C'est ça qu'on regarde, nous, c'est le taux de création qui est toujours supérieur. On est le poumon économique de la Belgique et les entreprises ne fouillent pas. Elles s'installent là où il y a plus d'espace, qui est logique. On est coincé, entre guillemets, je parle économiquement, coincé dans 19 communes. C'est assez logique. N'importe quelle autre capitale se déploie son influence économique dans des zones beaucoup plus vastes que le centre habitable. Oui. Et donc, par rapport à ça, le patron de Bessie est souvent venir dire sur nos plateaux attention à l'exode des entreprises. Vous, ça ne vous fait pas peur? Non. Et alors, on le monitore de très près avec le département R&D de Hub. Et donc, c'est vraiment le taux de migration, d'émigration, d'immigration, de création et de cessation. Et c'est le delta, en fait, qu'on mesure, qui est toujours positif. Et donc, c'est ça qui nous rassure. On reste un moteur de création d'entreprises pour la Belgique et pour l'Europe. Alors Thibault Martens, est-ce que vous êtes aussi optimiste qu'Isabelle Grippa ou cette crainte de l'exode, il est quand même en vous?
Alors je dirais que non, il n'y a pas cette crainte de l'exode. Il y a aujourd'hui une réalité qui n'existait pas avant le Covid, c'est que les sociétés sont beaucoup plus dématérialisées, beaucoup plus hybrides dans leur mode de fonctionnement, aussi décentralisées dans les lieux d'implantation. Donc on peut avoir des sociétés qui sont en même temps présentes à Bruxelles, à Louvain-la-Neuve, avec une partie de leur personnel à Bruxelles, l'autre à Louvain-la-Neuve, et donc finalement qui ont des sièges d'exploitation dans 2 régions et qui vont pouvoir, selon certaines conditions, selon certains critères, aller chercher les aides à gauche ou à droite, selon ce qui est disponible. Oui, et donc, mais vous me disiez justement, l'absence d'aide, ça n'aide pas la région bruxelloise, si vous me permettez cette expression. Oui, effectivement, les entrepreneurs doivent se battre par rapport à un chaos général depuis 4-5 ans, crise énergétique, crise Covid, etc. Une situation économique qui est très compliquée pour le moment, et donc un petit peu de stabilité est nécessaire pour les entreprises pour pouvoir se projeter, pour pouvoir investir, pour pouvoir finalement planifier le développement de leurs ambitions. Oui, alors par rapport à ça, vous l'avez dit à plusieurs reprises dans cette émission, le secteur économique n'aime pas l'instabilité. On ne voit pas très bien des signes de stabilité dans le monde aujourd'hui. Ça peut être une source d'inquiétude, ça. Tout à fait. Et cette instabilité est réelle, elle n'est pas que ressentie, donc elle est objective. Donc il y a une instabilité sur les taux de change, une instabilité géopolitique, une instabilité de sécurité qui est aussi importante dans certains pays. Mais donc la clé, c'est vraiment de se faire accompagner, alors par hub ou autre, mais vraiment de se faire accompagner dans ce processus-là. On a aussi des partenaires précieux dans l'export, c'est Credendo, qui mesure les risques dans chaque pays et puis qui peut couvrir ce risque pour nos entrepreneurs. Et donc il ne faut pas y aller la fleur au fusil, il faut vraiment y aller armé et entouré. Oui, et donc il n'y a pas de concurrence aujourd'hui entre les 3 régions, la région bruxelloise, la région wallonne, la région flamande, pour attirer ou pour garder les entreprises, ou si forcément ça existe? Si. Alors, parce que le commerce international est régionalisé, c'est une décision d'ailleurs assez unique au monde, donc on a 3 régions complètement compétente sur le commerce international, mais on a un accord de collaboration, donc on travaille de manière très rapprochée avec donc FIT, Flanders Investment and Trade, et la WEX, l'agence wallonne à l'exportation, ce qui veut dire qu'on partage tous nos postes à l'étranger, c'est unique au monde, et ce qui permet à la Belgique d'avoir une présence internationale assez incroyable. On couvre plus de 120 pays. Le seul élément sur lequel on a décidé de commun accord de travailler séparément, c'est sur l'Invest, effectivement, puisque là, on déploie chacun nos atouts. Et en l'occurrence, ils sont assez complémentaires. Donc on a, en tout cas à ce stade-ci, ça fait 6 ans que je suis à la tête de Hub, jamais eu de problème à pouvoir se répartir nos prospects à l'étranger. Oui, alors, vous constatez, vous, que les entreprises, finalement, elles peuvent à un moment donné faire leur marché et choisir, en termes d'aide, et choisir celui qui est le plus intéressant? Alors de nouveau, il y a la théorie et la pratique. C'est-à-dire qu'en théorie, oui, il y a cette envie de temps en temps de dire tiens, Bruxelles ne propose plus d'aide à l'export, je vais aller voir si le FIT ou la région wallonne peut me proposer un soutien. Après, il y a une réalité opérationnelle des entreprises. Si elles sont basées à Bruxelles, envisager un déménagement complet d'une unité de production ou de tous les bureaux, ça reste plus compliqué. Par exemple, la WEX va aider une société en Wallonie si son activité est principalement localisée en Wallonie. Donc il y a quand même pas mal de conditions qui font que finalement le cadre... Oui, donc vous ne constatez pas cette concurrence entre régions qui pourtant existe à certains égards? En tout cas, dans mon métier tous les jours, non, je ne constate pas cette concurrence. Maintenant, comme disait Mme Grippa, elle a tout à fait raison. Les moyens dont disposent les agences wallonnes et flamandes sont quand même assez costauds par rapport à la région bruxelloise. Il y a une réalité qui est différente. Oui, et donc c'est très difficile pour vous aujourd'hui de tracer des perspectives. Quand on voit l'instabilité dans le monde, vous en parliez, c'est très difficile de faire des prévisions aujourd'hui. Oui, alors il faut évidemment, on n'a pas de boule de cristal, donc l'intérêt de diversifier son portefeuille quand on fait du commerce international est important. Et donc d'avoir des marchés sûrs et faciles que sont nos voisins, premièrement, et puis diversifier son portefeuille, donc de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc ça, c'est une règle de base aujourd'hui si on veut survivre dans le commerce international, mais qui offre encore énormément d'opportunités largement sous-estimées. Oui, il reste de la confiance dans le chef des entrepreneurs, Thibaut Martens. Ouais, les entrepreneurs, il y a un mot qui les caractérise, c'est la résilience. C'est-à-dire on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Et donc oui, finalement, les entrepreneurs se lèvent le matin avec l'espoir d'un monde meilleur, avec l'envie de se battre et d'y aller. Et donc oui, il reste toujours un optimisme. Parfois un peu une fatigue psychologique liée à ces incertitudes, mais in fine, oui,
ça continue. C'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas, de l'optimisme, même si il est parfois mesuré. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.